Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Un conseil de prud'homme à Mayotte en 2022, le projet avance à grands pas. Un séminaire sur sa mise en place s'est tenu ce matin au conseil départemental où magistrats, avocats, chefs d'entreprise, délégués et représentants syndicaux y ont pris part. L'heure était surtout de présenter la physionomie de cette nouvelle juridiction qui va bouleverser le monde du travail à Mayotte. Le point avec Arifna Mohamed et Farou Seni. Ce conseil de prud'homme tant attendu est jugé par les professionnels comme la dernière pierre à l'édifice sur l'application du droit commun, le droit de travail à Mayotte. Sa mise en place nécessite une organisation et un plan de formation de tous les acteurs concernés. En 2019, 2020 et 2021, on va mettre en place un plan de formation. Il y a trois modules différents pour permettre aux 30 personnes, puisqu'il y aura 30 conseillers, quand ils vont siéger au 1er janvier 2022, d'avoir toutes les compétences, tous les savoirs, toutes les pratiques pour pouvoir juger en bonne et due forme. Parce que devenir juge, c'est quand même un challenge important. Dans le conseil de prud'homme, il n'y a plus de magistrats professionnels. C'est-à-dire c'est une juridiction qui est paritaire entre employeurs et salariés, et c'est une juridiction qui est autonome. Donc les magistrats professionnels n'interviennent plus, ce qui veut dire que les conseillers prud'hommes, qui sont de véritables juges, vont faire l'ensemble du processus, de l'étude du dossier, à l'audience et à la rédaction, à la prise et à la rédaction de la décision. La voie de conciliation entre les parties en conflit sera privilégiée dans les différentes discussions. Mais en cas de désaccord, c'est un juge départiteur qui réglera le litige, la seule fois où un juge professionnel pourrait être sollicité. Un magistrat professionnel, qui est un magistrat du tribunal de grande instance, un magistrat professionnel qui va venir présider effectivement le conseil de prud'homme qui s'est mis en départage pour que l'affaire puisse être jugée. Une bonne nouvelle, estiment les organisations syndicales. Un conseil de prud'homme, c'est l'aboutissement d'un long combat syndical. Aujourd'hui, on a encore le tribunal du travail et c'est une avancée importante, même si l'échéance n'est pas immédiate, elle sera dans 3 ans. Donc c'est vraiment une bonne avancée sur le plan du dialogue social à Mayotte. La demande d'un conseil prud'homal à Mayotte, c'est une vieille demande, c'est un vieux combat de la CFDT, donc c'est une excellente nouvelle pour Mayotte, tout comme le Code du travail. La réussite d'une telle juridiction demande une véritable organisation, le choix des conseillers, une période d'accompagnement, les phases de jugement et les voies de recours. Bref, toute une procédure nouvelle à mettre en place avant son application sur notre territoire. Et maintenant, c'est quelques images tournées ce matin à Sada dans le cadre des Journées mondiales de l'eau. À cette occasion, la FMAE, Fédération mahoraise des associations environnementales, a organisé en étroite collaboration avec la municipalité de Sada et la DIAL un atelier d'échange et de sensibilisation sur l'exploitation, la conservation et la protection des ressources existantes dans l'île. Une campagne qui a mobilisé du beau monde et on l'espère continuera à mobiliser la population. Image signée Assad Razafitseyono. On écoute les principaux intervenants de cette opération. Il s'exprime au micro d'Assad Razafitseyono. L'action d'aujourd'hui avait comme thème principal que chacun puisse s'exprimer, faire rencontrer tout le monde. Notre souci à Mayotte, c'est que l'ADL travaille de son côté, la commune travaille de son côté, les associations travaillent de son côté et tout le monde se plaint de l'autre. Alors on voulait que chacun dise à l'autre, oui, actuellement on va travailler ensemble, on va mettre tous les moyens en synergie pour que les gens aient de l'eau en quantité et en qualité. Ne laissez personne de côté. Nous avons vu qu'il y a un besoin, les services, les institutions n'y arrivent pas, nous devons les accompagner, faire à ce que l'action publique soit plus palpable par le citoyen. Ce n'est pas forcément notre mission première, mais c'est un devoir de citoyen de faire à ce que ça se passe comme ça. Nous voulons sensibiliser les gens sur la situation de l'eau à Mayotte de façon générale, mais surtout sensibiliser les institutions, les responsables de la gestion de l'eau pour qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui souffrent par leur manque, par leur inaction. Donc ces institutions doivent se ressaisir, doivent travailler avec ces gens-là pour que cela s'arrête. Nous travaillons sur 3 sujets majeurs. C'est proposer des solutions
au lavage en rivière, par exemple promouvoir les laveries, promouvoir les lavoirs, parce qu'il n'y a que comme ça que les gens sortiront des rivières. Nous travaillons aussi sur mettre en place une politique à Mayotte de récupération des eaux de pluie. Nous avons la chance d'avoir 6 mois pratiquement de pluie à Mayotte. Ça serait nécessaire que cette politique de récupération d'eau de pluie soit déclinée. Elle est faite en Guadeloupe. Il n'y a aucune raison que cette politique ne soit pas déclinée à Mayotte. Le comité de l'eau et de la biodiversité a insufflé cette idée au département et j'ai la satisfaction d'avoir l'accord des vice-présidents, notamment Mme Raïssa Andoum, M. Bourana Alaoui qui siège au comité, qui ont repris l'idée et ensemble, nous souhaitons effectivement décliner à Mayotte cette politique de récupération des eaux de pluie pour les usages quotidiens. Autre fait marquant en ce samedi 23 mars, la dictée Bolé, 5e édition. Cet événement annuel dont l'objectif est de promouvoir la langue française est organisé par l'association BTM, Bouge-toi Mayotte. Une nouveauté cette année, les participants 90 au total étaient invités dans la barge. La durée 35 minutes avec un texte basé sur le lagon. Autre élément à retenir dans cette dictée Bolé, pas un seul homme n'a fini sur le podium, occupé, vous l'aurez compris, par 3 lauréates. Je propose d'écouter l'une d'elles. Elle est au micro de Youssouf Ahmed Matoir. Je suis très honorée aujourd'hui de gagner la dictée Bolé. Cet après-midi était vraiment formidable. C'est très original de faire une dictée sur une barge en réalité. C'est la toute première fois que je participe à ce concours, probablement parce que j'avais un peu d'appréhension, mais je reviendrai l'année prochaine parce que vraiment on se fait beaucoup d'amis et c'est très convivial. La dictée était très très belle et j'avais plein de mots que je ne connaissais pas. Par exemple, ICO, Brachibouzouk, Nymphi. Direction Moroni, la capitale de l'Union des Comores. À 24 heures du scrutin, 11 des 13 candidats font front commun pour dénoncer des dysfonctionnements. Selon eux, le scrutin de demain risque d'être entaché d'irrégularités. Sur place, le reportage de Miss Baudine Bakar et Daniel Abdou. Ils sont venus ce samedi matin dans les locaux de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont pas moins d'une dizaine de candidats à l'élection présidentielle. Réunis en collectif, ils montent au créneau et dénoncent des dysfonctionnements qui pourraient entacher le scrutin de ce dimanche 24 mars et exigent des éclaircissements. En effet, selon ces candidats, outre le non-respect du code électoral, il semblerait que certains observateurs de l'Union européenne n'auraient pas reçu d'accréditation. Énormément d'inquiétudes. Nous avons un code électoral qui est pas respecté. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est devenu, qui nous fait un spectacle médiatique chaque jour, marchant et outrepassant les compétences qui sont les siennes en matière électorale. Donc nous sommes venus exiger de la communauté de la CENI de prendre ses responsabilités pour que nous ayons toutes les conditions permettant à ce qu'on parle d'une élection libre et transparente. Aujourd'hui, quand on écoute les déclarations fracassantes du ministre de l'Intérieur, on a l'impression d'assister à une mascarade électorale. Et donc il est hors de question que nous laissions passer ça. Nous avons soumis un certain nombre de revendications à la CENI. Nous reviendrons d'ici 2 heures pour être sûr que toutes ces revendications sont respectées et toutes ces revendications respectent amplement le code électoral, tout simplement. Et si ce n'est pas respecté, demain, ça sera quoi et la suite? On avisera à ce moment-là. Pour l'heure, la CENI n'a pas donné suite à leur demande. En attendant, le processus suit son cours. Dans ce dépôt, les camions sont chargés, le matériel sous-scellé est acheminé dans les différents bureaux de vote. L'acheminement, comme vous êtes en train de le voir, on s'est programmé. Et là, on a programmé par commune et par zone et par ceci. C'est-à-dire que là, les camions, il y a le numéro, camion numéro 1, numéro 2, etc. Donc là, ils vont embarquer par itinéraire. C'est-à-dire ce qu'ils vont embarquer en premier, c'est ce qui va descendre en dernier. Par cela, ils vont commencer, par exemple,
Pour la zone de Bitsameouli, ils vont commencer en Tsaweni jusqu'à terminer à Bangwakoni. Donc là, ce qui va descendre en dernier, c'est ce qui va rentrer dans le camion, comme vous l'avez vu, en premier. Donc c'est comme ça comment nous on s'est programmé. Donc on a 5 camions. Il y a un camion qui va aller en Badjini, à Ambou, à Chili et dans le Liman. Et demain, il y a un autre camion, le 4e, qui va faire la zone de Bambao, la région de Bambao. Et demain matin, on va faire la distribution en ce qui concerne Moroni, la capitale. Donc tout doit être prêt avant l'ouverture des bureaux. Exactement. On a prévu qu'à 7 heures, les urnes sont déjà arrivées sur place. Donc ils peuvent commencer, selon le code électoral, ils peuvent commencer vers 7h30. Un premier tour qui s'annonce sous haute surveillance. Nous retrouvons Misbahouddine Bakar en direct depuis Moroni. Misbahouddine Bakar, bonsoir. Alors, quelle est l'ambiance à la veille de cette élection? Bonsoir Darwesh. Alors, si la campagne qui s'est achevée hier s'est déroulée dans une atmosphère relativement calme, le scrutin de demain s'annonce un peu mouvementé. En effet, le collectif des candidats a multiplié les réunions tout au long de la journée. Pas question, selon eux, d'assister à une mascarade, pas question de baisser les bras. Et nous venons de l'apprendre. Ils viennent de sortir de leur énième réunion et là-dessus, apparemment, ils ont eu des garanties comme quoi tout va être respecté demain, notamment les observateurs de l'Union européenne auront leurs accréditations. Certains assesseurs siégeront bien dans les bureaux de vote. Mais tout cela, il faut être relatif parce que le collectif se dit vigilant puisque jusqu'à maintenant, rien n'a été écrit. Autant dire, Darwesh, que tout est possible demain. Une autre question qui se pose, qu'on a entendue dans les meetings, est-ce qu'une victoire dès le premier tour est possible? Apparemment, selon les observateurs, c'est quasiment impossible puisque cela supposerait que le vainqueur ait au moins 150 000 voix, ce qui est quasiment compliqué face à 12 candidats Darwesh. Merci Misbah pour toutes ces précisions. Merci également à Daniel Abdou qui assure ces images dans ce reportage. Une étude le confirme, un Français sur 4 est en manque de sommeil. Et parmi les meilleures solutions, la sieste. Eh bien, certaines entreprises encouragent même leurs salariés à s'y mettre. Et vous allez le voir, les résultats sont très bénéfiques, mais à condition de respecter la durée de votre sieste. Juste après la pause déjeuner, un petit café et ça repart. Et pourquoi pas ralentir avec une sieste. À Paris, c'est devenu une habitude pour ces jeunes entrepreneurs. J'ai un petit casque, je le mets, je referme le cocon, je lance la playlist. Et pendant 15 minutes, il va y avoir quelque chose qui va m'aider à me reposer. Installez-vous tranquillement à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors, comment c'était? Nickel, 15 minutes, je me sens bien. J'ai un coup de fil important tout à l'heure avec une négociation, j'ai les idées claires, c'est parfait. 2 jeunes entrepreneuses ont inventé ces tentes et les vendent aux entreprises, en plus d'heures de formation sur le sommeil. C'est vrai qu'au début, il y a certaines entreprises qui nous fermaient un peu leurs portes parce que le sujet du sommeil était encore un peu délicat à aborder et qui reviennent aujourd'hui nous voir parce que c'est un vrai sujet. On se rend compte de l'impact du sommeil sur la santé physique, mentale des salariés. 80% des Français ressentent de la fatigue en journée et pourtant seuls 12% des chefs d'entreprise sont favorables à la sieste au travail. On est loin des habitudes prises notamment en Chine, où le droit à la sieste au travail est inscrit dans la Constitution. Là-bas, tous les secteurs la pratiquent. Une habitude tellement ancrée que lorsqu'ils font leurs courses, notamment dans cette chaîne d'ameublement, certains Chinois n'hésitent pas à profiter des lits et canapés à leur disposition pour piquer un petit roupillon. Vous êtes bien là? Très bien. Vous voulez essayer? Pour cette spécialiste en neurosciences, la sieste est excellente à condition de ne pas dépasser 20 minutes. Voilà, c'est ça. On rentre dans le sommeil léger, puis le sommeil intermédiaire, et on ne rentre pas dans le sommeil profond. Et ça, c'est important parce que quand on rentre dans le sommeil profond, eh bien, on a du mal à se réveiller après. D'après une étude de la NASA, 20 minutes de sieste permettent d'augmenter de 30% la productivité. Est-ce vrai? À Grenoble, dans cette entreprise d'informatique, les salariés pratiquent la sieste depuis 10 ans.
Au début, je m'endormais absolument pas. J'étais un peu stressée par l'environnement, à me dire je fais quand même la sieste au boulot, c'est un peu bizarre. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude, le corps a pris l'habitude de le faire aussi. Et du coup, j'ai vraiment 20 minutes où je sens que je me détends, je pars un petit peu, je sens que je me repose. Pour le directeur, impossible de mesurer le gain de productivité. Et pourtant, il est réel. C'est surtout un ressenti, c'est un signal aussi. Signal de dire on peut se reposer. Donc il y a un côté d'image, il y a un côté de productivité, de bien-être. Voilà, ça fait déjà pas mal. Comment faire lorsque l'entreprise rechigne à permettre la sieste? À Toulouse, ce restaurant a trouvé la solution. Il propose des menus entrée, plat et dodo. Une sieste payante, 6 € les 25 minutes, avec en option un masque relaxant. Le concept est déjà un succès. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, je vous retrouve pour la version mahoraise. Passez une agréable soirée et à demain, 19 h.